Oui, bonjour, Monsieur Sanchez. Bonjour. Merci. Bonjour à Alex. tous. Donc, je suis Gauthier Brigaut. Je représente ici le CGLU Afrique à travers son département de la communication. Vous partagez voilà, quelques outils, quelques idées justement sur cette communication qui, me semble-t-il, est stratégique au niveau de la mise en place de la coopération décentralisée. Alors, je vais revenir dans un premier temps sur l'évolution justement de cette communication. Il y a quelque temps, c'est pas si ancien que ça, on cantonnait, j'ai envie de dire, la communication surtout à un aspect support, mais de plus en plus, peut-être on peut passer à la dia suivante, si vous voulez bien. De plus en plus, la communication, elle devient une démarche stratégique. Elle doit être pensée en amont, surtout le message, les publics qu'on veut atteindre et la difficulté, et je vais en parler durant cette intervention, c'est de trouver cet équilibre lorsqu'on est dans une coopération décentralisée. Il y a plusieurs partenaires et la communication, elle doit être équilibrée entre toutes les parties prenantes. Je pense que cette communication, elle a deux objectifs ou deux rôles. Elle doit permettre d'un côté aux acteurs de se comprendre, de s'entendre, de partager les réalisations entre les parties prenantes. C'est un peu que faisons-nous ensemble. Alors, la communication va aider à ce que ces acteurs qui ne sont pas au même endroit puissent mieux comprendre ce qu'ils font ensemble. Un deuxième rôle de cette communication qui est très important pour les deux partenaires, c'est la mise en œuvre des activités et des objectifs. Et cette communication, elle va en direction du grand public. Quel impact sur le territoire pour les citoyens de chaque collectivité impliquée? Et là, ça devient plus complexe, puisqu'on sait que dans cette réciprocité, ou en tout cas dans cette coopération entre plusieurs collectivités territoriales, il y a des déséquilibres, et je vais en parler un petit peu après. Alors, la stratégie de communication, elle implique l'écoute des parties, l'analyse et l'identification des enjeux, la définition du cadre stratégique commun et les cadres spécifiques, puisque chacune des collectivités engagées va être amenée aussi à communiquer seule dans son territoire, mais il y a aussi une stratégie de communication commune. Et là aussi, il faut penser à mettre en avant les apports des deux parties et le positionnement des parties prenantes. L'organisation conjointe de ces outils de communication est très importante, et aussi le partage des outils spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut être amené à communiquer simplement une seule partie prenante. Il faut communiquer ces informations à l'ensemble du consortium. Alors, lorsque cette communication elle implique plusieurs partenaires en coopération, il faut dès le départ mettre en évidence la valeur ajoutée de chaque partenaire dans le territoire, de l'autre. Je vais prendre un exemple après pour illustrer ça. Ce n'est pas si évident finalement de mettre en évidence l'apport de l'autre quand, par exemple, c'est un partenaire du Nord qui donne à un partenaire du Sud qui va mettre en œuvre un projet localement. On peut se rendre compte qu'il y a des difficultés à élaborer la valeur ajoutée, par exemple, pour le partenaire du Nord. Et ces éléments-là de réciprocité, ils doivent être négociés dès le début du partenariat, sinon on va se heurter au moment de la communication à des déséquilibres où on a l'impression que d'un côté ou de l'autre, il y a plus de choses. Il faudra aussi prendre compte au moment de la communication en général de cette coopération décentralisée, des cibles, lorsque l'on va mener, par exemple, des campagnes de communication. Pour les collectivités territoriales, le cœur de cible, ce sont les populations qui doivent savoir en quoi les activités ou les choses qui ont été présentées vont changer quelque chose pour elles. En quoi les résultats vont avoir un impact dans le territoire pour un certain type de public. J'ai pris un exemple ici, si on veut toucher les femmes, en particulier ceux qui ont 35 à 50 ans, il faut être spécifique et c'est le cœur de cible. Mais dans la coopération décentralisée, on a d'autres cibles aussi. On a des cibles primaires comme les pouvoirs, les décideurs, ceux qui vont pouvoir aussi influencer sur des changements. Et puis, on a des cibles secondaires, c'est-à-dire les faiseurs d'opinion, les médias, les institutions, les experts, les acteurs des associations locales. On remarque que
parfois, pour toucher les cibles primaires, eh bien, il faut faire un travail important sur les cibles secondaires. Et là aussi, les messages, la manière de communiquer doit être adaptée à ces différentes cibles. On ne va pas communiquer la même chose à un décideur et à une association locale qui a une problématique spécifique. Alors, 4 règles qui me semblent importantes de rappeler dans la communication à mettre en œuvre dans le cadre d'une coopération décentralisée. Le paramètre inclusif. Dès le départ, il est essentiel que les parties prenantes soient au courant de ce qui se passe tout au long du processus. On voit que souvent, il y a une bonne énergie au début et à la fin, mais au cours du processus, tout le monde doit toujours être associé. Bien sûr, il doit y avoir une planification, puisque si on fait de la communication, il faut avoir du contenu. Et donc, si on arrive trop tôt dans la communication, il n'y a pas de contenu. Et si on arrive trop tard, le contenu est déjà passé et donc il peut être obsolète ou il peut avoir trop d'ancienneté pour être communiqué. Le plan de communication, il doit être smart, il doit être transparent et réaliste. Parfois, on a beaucoup d'ambition dans la communication et puis pas d'argent ou pas de budget pour le mettre en œuvre. Ou à l'inverse, on a des grandes ambitions sur un certain nombre de résultats qu'on veut atteindre et finalement, on n'a pas réussi à atteindre un certain nombre de résultats. Donc, il faut réussir à faire l'adéquation entre ce qui va être communiqué et ce qui est possible de faire. Et enfin, la notion d'appropriation. Éviter les malentendus, garantir l'appropriation, c'est adapter la communication aux cibles. Encore une fois, les cibles que j'ai rappelées en haut sont très importantes, ils doivent tous être touchés. Si on oublie une cible, on va voir qu'au niveau de l'appropriation du projet, eh bien, il va y avoir à un moment donné un déséquilibre. Alors ici, je rappelle, pour les personnes qui seraient non initiées à la question de la communication, un modèle, mais il y en a d'autres, mais celui-là, je le trouve particulièrement intéressant. Il permet à quelqu'un qui est un peu novice dans la mise en place d'un plan de communication, en 10 étapes, de se rappeler un petit peu tout ce qu'il faut faire pour atteindre, je dirais, un plan de communication, on va dire, efficace. Alors, bien sûr, il faut connaître le contexte de l'organisation, regarder ce qui existe déjà dans les 2 organisations ou les 3, suivant le consortium qui peut être créé. S'appuyer aussi sur ces outils de communication qui existent déjà. Il va y avoir des sites internet, des réseaux sociaux, des brochures mensuelles ou des bulletins annuels qui sont déjà des newsletters, etc. Donc, il faut tout analyser dès le départ. Il faut préciser quelles seront les intentions des uns et des autres, les objectifs, les différents publics cibles qu'on voudra toucher, les différents axes de la communication, les messages clés. Quand on parle de message clé, ce n'est pas le message clé d'un des partenaires, mais c'est le message clé qui est validé et approprié par l'ensemble des parties prenantes de la coopération. La manière dont la stratégie de communication va être diffusée, combien de temps, le calendrier d'exécution, la partie financière, combien tout ça va coûter, est-ce que ça a été pensé dès le départ, qui va prendre en charge, est-ce que ça marche? De plus en plus, il y a des outils très intéressants qui nous permettent de voir si l'investissement qu'on a pu mettre dans un outil de communication en particulier, il a eu un effet ou non. On peut utiliser les sondages, on peut utiliser un certain nombre d'enquêtes qui permettent de vérifier si on a touché le public cible. Et tout ça, ça doit être intégré dans le démarrage de cette coopération décentralisée. Alors, pour être encore un peu plus concret, je vais vous partager quelques outils qu'il est assez simple de mettre en place dans le cadre de la coopération décentralisée, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont très utiles et qu'il faudrait ne pas oublier. Dès le démarrage, au moment de la signature ou en tout cas de l'engagement de cette coopération décentralisée, il est toujours bon de préparer un communiqué de presse et ou une conférence de presse pour présenter la coopération. Parfois, ça se fait et parfois, ça ne se fait pas. Et on ne peut pas revenir en arrière ou le faire un mois après ou 2 mois après. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Le communiqué de presse, ça peut être aussi anticipé parce que ce n'est pas si évident de faire un communiqué de presse qui va être impliqué et qui va être validé par les 2 parties prenantes. Après le démarrage de cette coopération, travailler sur une brochure de présentation qui va présenter les objectifs, les résultats attendus,
les partenaires impliqués, avec la valorisation des logos de chacun, des sites web, etc. Ça, c'est très important aussi. Si on s'entend bien sur une brochure de présentation partagée qui peut être distribuée des deux côtés des territoires et qui est comprise par les parties prenantes, c'est déjà une étape très importante dans l'appropriation. On peut mettre beaucoup de temps à valider une brochure de présentation commune. Donc, il faut y travailler très rapidement. Ensuite, on a aussi vu que de plus en plus, les vidéos témoignages sont assez utiles parce que quelquefois, on n'arrive pas à lire tout ce qu'on veut comprendre dans une brochure. Et donc, mettre en place quelques vidéos témoignages des parties prenantes sur leur intention, leur motivation dans la coopération, permet aussi à certaines cibles de vraiment s'approprier le projet, de se dire, tiens, par rapport à ce témoignage-là de tel élu ou de telle association, j'ai vraiment compris pourquoi il y avait une coopération décentralisée entre ces deux collectivités et ça me donne envie soit d'être partenaire, soit en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, la vidéo témoignage est vraiment intéressante, ça ne coûte pas cher et ça peut être mis en place assez rapidement lorsqu'on a l'occasion. Ensuite, normalement, dans des projets de coopération, on a tous envie qu'il y ait un changement et on va passer d'une étape T0 à une étape T+1. Et donc, ces changements, il faut réussir à les valoriser, à les matérialiser. On oublie souvent de prendre une photographie de l'état de la situation initiale. Donc, c'est important, surtout quand c'est des projets assez concrets qui peuvent être liés à de la construction ou à des changements visuels. Mais il faut penser à prendre des photos, par exemple, ou un reportage vidéo qui permettent de pouvoir faire la comparaison au bout d'un an, au bout de 2 ans. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans le territoire grâce à cette coopération? Et enfin, parmi les exemples que je voulais vous présenter à cette occasion, l'atelier de présentation des premiers résultats. On attend souvent la fin ou on attend souvent un petit peu tardivement pour présenter quelque chose. Il est possible, tout au long du processus de coopération, de présenter des petits pas, des étapes importantes, et donc ne pas hésiter à mettre en place des ateliers de présentation des premiers résultats en impliquant les médias, en impliquant la société civile, pour vraiment continuer ce travail d'appropriation. Voilà, j'ai présenté quelques outils. Je voudrais conclure cette intervention par qu'est-ce que ça a pu apporter, en tout cas par l'expérience que j'ai pu avoir à travers ce que je viens de vous présenter. Ça augmente significativement l'appropriation par la société civile et par les parties prenantes de ce qui se passe dans la coopération décentralisée. Ça augmente la déconstruction des préjugés de tous ceux qui laissent penser que dans la coopération décentralisée, on fait surtout des voyages d'études, des missions, et puis qu'il ne se passe pas grand-chose. À travers une bonne communication, on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans la coopération décentralisée lorsqu'on descend sur le terrain, lorsqu'on interroge les parties prenantes, lorsqu'on met en avant les projets concrets. Et enfin, ça permet d'augmenter la durabilité, puisque à plusieurs occasions, une bonne communication a permis d'aller identifier soit une prolongation des ressources financières liées à un projet ou à une coopération, ou carrément, et j'ai plusieurs exemples que je n'aurai pas le temps de vous partager ici, mais un partenaire qui vient et qui dit « ça m'intéresse ce que vous avez fait ensemble, j'ai envie d'investir un peu d'argent, est-ce qu'il y a de la place pour moi ?» Ben oui, il y a de la place pour vous. Dans la communication, on est inclusif. S'il y a un partenaire qui veut apporter un financement, qui veut apporter une expertise, il est le bienvenu dans le consortium. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté et je suis à votre écoute si jamais il y a des questions et je vais partager évidemment la présentation PowerPoint à tous les partenaires. Si j'ai encore 1 minute, j'ai un exemple, mais je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Allez-y. Alors, j'étais la semaine dernière en Belgique et j'ai rencontré la région Bruxelles-Capitale, qui est une des 3 régions de la Belgique, qui est en coopération décentralisée avec la région de Rabat-Salé-Kénitra au Maroc. Et il y a un petit projet, mais quand même, qui a une hauteur financière de 100 000 €. Donc, ça peut être un projet important pour certains d'entre vous. Et donc, à cette occasion, la personne chargée de la coopération décentralisée a dit tiens, où est-ce qu'il en est le projet? Mais on avait 3-4 minutes, quoi. J'ai dit si vous voulez, on a une petite vidéo qui fait la rétrospective un petit peu des activités qu'on a fait depuis 1 an. Lorsqu'on a présenté la vidéo qui illustrait les activités concrètes qui ont eu lieu entre Bruxelles et Rabat, sur le champ,
la personne a dit « Tiens, c'est très, très bien, on voudrait le mettre dans le programme de la visite du président de la région fin de l'année, parce qu'on va présenter ça. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer à financer ce projet parce qu'il nous intéresse ?» Mais dans les minutes qui ont suivi la présentation de la vidéo, sans parler du rapport d'activité. Simplement cet exemple pour vous dire qu'une bonne vidéo, une bonne présentation et une mise en avant des parties prenantes peut influencer le bailleur de fonds ou en tout cas la personne qui est en charge de décider si oui ou non on va continuer à financer ce genre de projet. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous encore un bon séminaire.